bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui font l'actualité. Versailles, Chevreuse, Rambouillet, plaisir. Depuis plusieurs semaines, des mobilisations de soignants se multiplient. Leur grief, ils se sentent exclus, oubliés du Ségur de la santé, la concertation pour améliorer les conditions de travail et la prise en charge des malades, une consultation qui a notamment abouti à une hausse des rémunérations, mais certains professionnels du milieu ne devraient pas en bénéficier. Ils s'estiment donc oubliés du Ségur et on en parle avec nos invités. Didier Bécher, député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines et membre de la commission des affaires sociales. Bonsoir. Bonsoir. Caroline André, orthophoniste au CAMSP, Centre d'action médico-sociale de Trappes. Bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Salomon, membre du CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et représentant CFDT de l'hôpital gérontologique de Chevreuse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Ségur de la santé, c'est 50 jours de travaux, 90 parties prenantes et organisations syndicales, 118 407 participants à la consultation en ligne. Je me tourne d'abord vers nos invités professionnels de la santé, Caroline André et Christophe Salomon. Est-ce que vous avez vous-même participé à cette consultation en ligne? Alors, Monsieur Salomon, peut-être en premier. En fait, c'est par le biais de syndicat départemental, oui. Et vous-même, Madame André, vous avez pu participer en tant que professionnelle de santé? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai peut-être reçu le mail, mais j'avoue que je n'ai pas pris le temps de répondre aux questions. Alors, lancés en mai, les travaux se sont achevés le 10 juillet dernier. Les accords du Ségur de la santé ont été signés par Jean Castex, Premier ministre, et Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Alors, quelques chiffres qui sont sortis de cette signature. Le Ségur, c'est 19 milliards d'euros d'investissement dans le système de santé pour améliorer la prise en charge des patients et le quotidien des soignants. 8,2 milliards d'euros pour revaloriser les métiers des établissements de santé et des EHPAD, reconnaître l'engagement des soignants au service de la santé des Français, 15 000 recrutements à l'hôpital public ou encore financer l'ouverture ou la réouverture de 4 000 lits à la demande. Ce sont que quelques exemples. Alors, je le disais, certains professionnels se sentent oubliés par ce Ségur. De nombreuses manifestations se déroulent un peu partout en France. Caroline André, pourquoi le Centre d'action médico-sociale de Trappes s'est mobilisé? Et c'est une mobilisation organisée avec le Centre de soins d'accompagnement et de prévention des addictions de Versailles et le dispositif d'intervention précoce en autisme. Alors, nous sommes un service du centre hospitalier de Mignou, mais nous sommes un service médico-social. Cela veut dire que l'hôpital nous gère avec un budget annexe. Donc ça, ce sont des questions juridiques. Mais nous sommes des agents de l'hôpital Mignou et nous ne bénéficions pas de la revalorisation du complément indiciaire de traitement qui est annoncé de 183 € net mensuels. Voilà, tout simplement. Nous sommes... Alors, quelle a été votre implication Quelle a été votre implication, la vôtre et celle de vos confrères, dans ces différents services depuis le début de la crise? Est-ce que vous avez été confrontés directement à la Covid? Alors, directement, pas comme les soignants qui travaillent en service infirmier en urgence. Par contre, nous n'avons pas fermé nos services. Nous avons continué à recevoir des patients, moins que d'habitude, dans des conditions différentes, puisque nous n'avions pas le droit d'être tous ensemble en même temps. Mais nous avons assuré des permanences. Voilà, on a été au téléphone, auprès des gens, à domicile quand c'était nécessaire. On n'a jamais arrêté, on a fonctionné, on a continué à fonctionner comme on a pu. Voilà, auprès de nos patients. Les psychologues de notre service ont été mobilisés sur l'hôpital Mignou, c'est-à-dire qu'elles ont fait partie du pool des psychologues qui étaient le soutien auprès des agents dans tous les services. Voilà, et de toute manière, nous recevons les appels à mobilisation de la direction à chaque fois. Nous sommes au courant du plan blanc. Voilà, s'il faut se mobiliser, nous avons des collègues qui ont été travaillés sur l'EHPAD de Mignou. On a aussi travaillé en pédiatrie. Alors, c'est des épiphénomènes, mais voilà, nous sommes des personnels hospitaliers et que des personnels hospitaliers.
Même question pour vous, Christophe Salomon. Alors, vous n'avez pas le même public de patients, mais est-ce que vous avez rencontré les mêmes problématiques et est-ce que vous avez été confronté directement au virus ? Alors oui, dans l'établissement, il y a eu le virus qui, d'ailleurs, se préoccupe pas de savoir s'il est dans une partie médico-sociale ou une partie sanitaire. On a eu plusieurs cas et on a eu un cluster. Donc là, pour vous donner un petit peu une idée de l'établissement, en interne, on a 3 grands services. On a un service d'EHPAD, on a un service d'USLD, donc les 2 services qui sont concernés par la revalorisation. Et on a un service maison d'accueil spécialisé qui, lui, ne l'est pas. Et en externe, on a le soin à domicile. Donc, ça donne une situation où on a 2 services qui sont exclus du Ségur et 2 services qui sont concernés. Donc, vous pouvez imaginer sur le même lieu. Sur les 170 agents de l'établissement, il y a presque pile 50% qui en bénéficient et le reste des 50% qui n'en bénéficient pas. Par ailleurs, je veux aussi quand même alerter sur la situation particulière des services généraux. Je ne vais pas avoir le temps là tous de les énumérer, mais pharmacie, rééducation, enfin tous les services qui sont transversaux, même plus que généraux, et qui se retrouvent dans une situation où, selon les affectations budgétaires, on se retrouve avec des personnes qui bénéficient à hauteur de 30%, d'autres qui bénéficient à hauteur de 0% et d'autres qui bénéficient à hauteur de 100%. Donc moi, je comprends pas en fait comment on a pu arriver à cette situation-là. Bon, j'ai suivi un petit peu les négociations. Je sais que la CFDT a alerté sur cette question-là. Malheureusement, vu où on se trouve maintenant, visiblement, on n'a pas été entendu à ce moment-là. Je pense aussi qu'il y a des questions de calendrier qui sont percutées, notamment le calendrier qui a été avancé, mais c'est juste impossible. Enfin, vous imaginez, en tant que directeur, vous avez 3 personnes dans le même service et vous pouvez décider qui bénéficie pas. Enfin, c'est impossible. On comprend bien, donc selon les sites, tout le monde n'est pas concerné. Didier Bécher, justement, comment ont été identifiées les personnes qui bénéficieraient. Alors là, on parle de cette prime, enfin non, pas cette prime, justement, cette revalorisation salariale de 183 € net. C'est pas une prime. Didier Bécher, comment on a identifié au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale aussi, quels professionnels de santé y auraient le droit et pas le droit? Alors, déjà, pour remettre les choses dans leur contexte très clairement, il s'agit d'une négociation qui a eu lieu avec les partenaires sociaux. D'accord ? Ce n'est pas un choix uniquement des parlementaires ou du gouvernement. Moi, j'ai eu la chance en 2018 d'être le vice-président de la commission d'enquête sur l'égal accès aux soins et qui a pointé un certain nombre de déficits au niveau des hôpitaux et globalement des professionnels de santé. Et donc, quand on a fait un certain nombre de recommandations, moi, je pense en particulier à l'état absolument déplorable des structures médico-sociales, du quasi point d'arrêt, point mort des relations entre la ville et l'hôpital, la nécessité de numériser les structures de manière importante. Tous ces points-là, en fait, tous ces constats avaient été faits. Et donc, il y a, par exemple, 6 milliards d'euros d'investissement qui ont été mis sur ces sujets. La négociation, et donc les négociateurs ont décidé de se mettre d'accord sur la priorité à donner aux établissements de santé et aux EHPAD. Donc ça, c'est le résultat de la négociation du Ségur qui a donné ce résultat. Est-ce que vous, en tant que député de la première circonscription... Allez-y, pardon, je vous ai coupé. Et il se trouve que, comme on est tout à fait conscient de l'injustice dont on est en train de parler et que je perçois tout à fait et qui est parfaitement légitime, on s'est battu à la Commission des affaires sociales au moment de l'examen du budget 2021 pour, au moins dans un premier temps, sur la partie des personnes qui étaient centrées sur le soin à domicile. Donc on reste dans le domaine strict de la santé, qui était l'objectif du Ségur, en tout cas l'objectif que les partenaires sociaux et les négociateurs s'étaient fixés. Et on a rajouté 200 millions d'euros dans le budget 2021 pour pouvoir traiter une partie des oubliés
on va les appeler comme ça, en rajoutant 200 millions d'euros dans le budget 2021 pour pouvoir les traiter et faire des revalorisations de métiers. Maintenant, il reste effectivement le secteur du médico-social qui, suivant son statut, et Madame André l'a très bien dit, vous avez de multiples financeurs, vous pouvez avoir la région, vous pouvez avoir la CAF, vous pouvez avoir l'hôpital public, enfin, il y a vraiment souvent les structures de multiples financeurs qui nécessitent de faire une analyse beaucoup plus approfondie pour faire ces revalorisations de métiers et de salaires. Et donc c'est pour ça que Jean Castex a demandé à l'ancien l'ancien patron de l'ARS de l'Aquitaine, Michel Laforcade, de travailler en ce début d'année 2021 pour avoir des propositions de revalorisation sur la partie médico-sociale qui avait été exclue, j'insiste, volontairement par les négociateurs dans le Ségur de la santé. Ça signifie donc que le Ségur qui a été voté il y a quelques temps va bouger. Je vais vous donner la parole, Monsieur Salomon, Monsieur Bécher. Ça peut bouger, en fait. Tout n'est pas encore établi. Ça ne sera pas en lien avec le Ségur, mais vous imaginez bien que la discussion que nous avons ce soir, nous l'avons tous eu dans nos circonscriptions. On a tous été amenés à recevoir les personnes qui estimaient ou qui se trouvent être en lien avec les hôpitaux. Et ce que vous avez décrit, Monsieur Salomon ou Madame André, quand on est dans une structure où vous avez 80% des personnes qui vont toucher une revalorisation de salaire et une revalorisation de carrière et qu'une faible partie ne va pas les toucher, on comprend bien que même ne serait-ce qu'en équité par rapport à son employeur, ça pose question. Donc il n'est évidemment pas question de rester dans cette situation. Maintenant, encore une fois, de bonne foi par rapport aux négociateurs, parce que ce n'est pas une décision unique du gouvernement ou des députés. Oui, pour le Ségur de la santé, l'urgence absolue, c'était de traiter strictement le secteur santé et les EHPAD publics. C'est ça qui est sur quoi les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord et qui explique qu'il y a un certain nombre de personnes qui se trouvent exclues aujourd'hui de la revalorisation de salaire. Monsieur Salomon, vous souhaitez réagir ? Oui, par rapport aux partenaires sociaux, la CFDT n'a cessé d'alerter sur cette question-là et elle a toujours été sur la position de mener de front toutes ces négociations en même temps. Donc pour pas se retrouver justement dans cette situation-là. Parce que vous vous imaginez quand même à la place d'un directeur qui se retrouve dans cette situation-là, c'est juste impossible à gérer. Je comprends même pas comment on puisse imaginer que ce soit viable. C'est impossible. Et pour la question de la santé, parce qu'en fait, là, on voit ça d'une manière extrêmement administrative. Mais en réalité, dans les établissements, la maison d'accueil spécialisée qui se trouve dans mon établissement est bien plus médicalisée que la partie EHPAD. Si on va par là, évidemment, sur le papier, c'est deux médico-social. D'ailleurs, c'est aussi pourquoi choisir les EHPAD et pas le reste du médico-social. Mais en vérité, si c'est ça le curseur, ceux qui seraient le plus médicalisés, il y a des maisons d'accueil spécialisées qui sont extrêmement médicalisées. Mais encore une fois... Et de toute manière... Monsieur Salomon, pardon de vous couper. Je pense que il n'y a absolument pas dans notre esprit, et je peux vous assurer que les députés qui sont à la Commission des Affaires sociales et qui traitent ces sujets toutes les semaines, il n'y a pas dans notre idée de faire une hiérarchie entre ceux qui ont le droit ou ceux qui n'ont pas le droit. Quand on met 19 milliards... j'espère bien, mais... La santé et les EHPAD n'ont jamais bénéficié depuis 30 ans de la revalorisation. Ah non, mais... C'était nécessaire et indispensable. Maintenant, vous avez raison. Il faut la CFDT est signataire, je suis... Ce point d'atterrissage pour les autres personnels. Ne vous coupez pas trop parce que vos micros vont se couper. Non, mais la CFDT... On l'entend, il y a aussi une sensation. Madame André, vous aussi, en tant que professionnelle, est-ce que, je vous vois lever la main, mais est-ce que vous avez aussi le sentiment d'une dévalorisation, d'être mis un peu à part ? Monsieur Bécher dit qu'il travaille, il rencontre. Est-ce que vous aussi, vous avez pu rencontrer le député de votre secteur ? Eh bien, nous lui avons écrit un mail à monsieur Bécher. On attend encore sa réponse. Le 20 novembre, nous avons écrit, ainsi qu'à M. Benassaya, les différents maires du Chesnay, de Trappes, de Versailles. On attend des réponses. On a été reçus à l'ARS, nous avons été reçus en préfecture, alors par des gens fort aimables qui n'avaient pas beaucoup de réponses et d'explications à nous donner. À part les explications que nous avons, ce sont des explications techniques, juridiques. Franchement, elles ne nous conviennent pas. C'est bien pour ça qu'on continue à essayer de se manifester. Il faut quand même pas oublier
effectivement, les MAS, les femmes, les XAPA, les CAMS, on s'occupe de personnes handicapées, de personnes fragiles, de personnes qui n'ont pas la voix et qui n'ont pas de parole. C'est pas eux qui vont aller demain en fauteuil roulant, en coque, dans les rues pour aller taper au ministère. Ils prennent ce qu'on leur donne. Et alors, par exemple, je parle de ce que je connais, ce qui est mon domaine, l'action médico-sociale précoce, qui sert à éviter les surhandicaps, à faire en sorte que les enfants soient pris en charge précocement en cas de troubles du développement, de diagnostic avéré de handicap. On est pris en fait entre les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé qui nous demandent d'accueillir et de traiter les enfants le plus précocement possible. Enfin, je veux dire financièrement aussi pour éviter des surhandicaps et des choses lourdes. Et on essaye de le faire avec les moyens du bord, surtout quand on est un CAMS hospitalier qui vit comme l'hôpital. Et donc du coup, il y a un moment donné où c'est pas entendable. Vous voyez ? Bon, par exemple, on a un membre de notre équipe qui travaillait à l'hôpital. Au mois d'octobre, elle a touché la moitié, puisque c'est par moitié pour l'instant, du complément indiciaire de traitement. Elle est arrivée en novembre sur le même poste. Et en novembre, elle découvre à son premier jour de travail qu'elle ne l'aura plus, ce complément indiciaire de traitement. C'est drôle, elle n'a pas tellement envie de rester. Justement. Voilà. Et comment on va faire dans quelques temps quand tout le monde partira ? Alors justement, on parle beaucoup là de cette revalorisation salariale qui pourrait faire aussi fuir certaines envies professionnelles. Dans ce Ségur, il y a aussi un investissement pair pour les projets médico-sociaux prioritaires. Il y aura 2,1 milliards d'euros sur 5 ans, dont 0,6 milliards pour le numérique, pour la transformation, la rénovation et l'équipement dans les établissements. Didier Bécher, ce Ségur, il est aussi pour les conditions de travail. Ce n'est pas qu'une question financière. Bien sûr, mais encore une fois, et on en bénéficie dans les Yvelines. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, sur cette même antenne, d'expliquer que nous avions obtenu, parce qu'on a fait un travail conjoint avec les équipes de santé des territoires, l'hôpital Mignot et l'APTA 78, nous avons obtenu l'expérimentation du SAS dans les Yvelines. Et donc ça fait partie du financement des 2 milliards dont vous parlez. Bien sûr, mais si on revient à notre sujet, encore une fois, je pense que le débat, encore une fois, je comprends votre désarroi et c'est pour ça qu'il y a cette mission, qu'on a obtenu cette mission d'analyse pour faire les compléments. Mais je voudrais aussi que les personnes qui nous écoutent comprennent bien que dans la masse des priorités, c'est pas moi qui pendant 10 ans ai abandonné l'hôpital. Voilà, moi je suis arrivé, j'ai mené une commission d'enquête dont j'étais vice-président et on a fait le constat de dire on va à la catastrophe. Et ce constat et les propositions qui ont été faites ont donné Ma Santé 2022 et le Ségur et les 19 milliards dont nous parlons. 19 milliards. Donc oui, tout le monde n'est pas servi aujourd'hui. Oui, il y a encore, et d'ailleurs, Michel Laforcade devra travailler sur les revalorisations des métiers des personnes du médico-social qui ne sont pas encore abordées. Et ça, parce que, vous le savez aussi bien que moi, quand on est dans multifinancement, multistructure, et qu'on parle de la carrière et du contrat de travail, ça devient extrêmement compliqué. Donc ces choses-là, elles doivent être simplifiées pour qu'il n'y ait pas effectivement des parcours qui soient plus valorisés à l'hôpital et mieux rémunérés et moins bien rémunérés dans le médico-social. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie. La nécessité d'avoir tous les métiers qui s'occupent de l'accompagnement des personnes les plus en difficulté font partie de nos priorités. Donc, ça n'a pas... Et encore une fois, j'aime l'idée qu'il y ait eu une négociation avec les partenaires sociaux. Donc, ne renvoyons pas, encore une fois, la responsabilité du partage des 19 milliards à l'unique arbitrage du gouvernement et des députés, parce qu'on a tous influencé comme on pouvait. Monsieur Salomon, allez-y, je vous en prie. Non, mais moi, j'ai quand même du mal à entendre cet argument qui revient tout le temps de les partenaires sociaux étaient là, puisque effectivement, ils étaient là. La CFDT est signataire, elle est fière de l'avoir été parce que c'est une véritable avancée. Mais il n'empêche qu'on a alerté dès le départ sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de hiérarchisation. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous sacrifiez une partie. Je vais juste vous donner l'exemple du soin à domicile. On essaie d'avoir une politique qui permette de garder les gens à domicile le plus longtemps possible. Là, on est dans une situation où les services de soins à domicile vont être fuis.
Donc, cette idée de choisir qu'une partie, c'est ce qui va se passer concrètement. Les services de soins à domicile ne sont jamais des services où il y a beaucoup de professionnels. Donc, qui va vouloir aller travailler dans les services de soins à domicile en étant payé nettement moins? Qui? Sur les soins à domicile, je l'ai dit dans mon introduction, dans le budget 2021 que nous avons voté, la Commission des affaires sociales a fait rajouter aux 19 milliards 200 millions d'euros pour traiter exclusivement le domicile. Donc ce que vous dites est vrai. Oui, et là, vous vous pompiez. Le budget de la France, c'est tous les ans. Donc, les priorités, donc nous, on a décidé... Oui, mais je veux dire, là, vous êtes en train de... Alors attendez, messieurs, ne vous coupez pas les paroles, essayez de vous laisser parler. Madame André va vouloir réagir aussi. Monsieur Salomon, j'ai l'impression que ce que Monsieur Béchère vous dit sur l'avancée de la Commission, notamment des affaires sociales, ça ne vous rassure pas? Non, ça ne me rassure pas, parce qu'en fait, ne pas comprendre qu'il faut tout mener de front, ça me pose déjà question. Mais voilà. Mais de toute manière, c'est quelque chose sur lequel la CFDT a alerté dès le départ et sur lequel on n'a jamais réussi à être entendu. Madame André, vous vouliez réagir avant que je redonne la parole à Monsieur Béchère? Oui, merci. Alors, effectivement, depuis plusieurs semaines, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on nous demande d'attendre. Il va se passer quelque chose. Ok, très bien. Alors, premièrement, on va attendre combien de temps? Ça va, voilà. Ok, très bien. Ensuite, la refonte du médico-social, réfléchir à tout ça, mais quid du médico-social hospitalier? Est-ce qu'au moment où le médico-social va être concerné, finalement, là, on sera des hospitaliers et on nous dira, non, voilà, il s'est passé quelque chose avant, hein, alors peut-être qu'on est un petit peu parano, mais bon, voilà, en tout cas, on n'est pas très rassurés, en fait. Donc, on se demande bien à quelle sauce on va être mangé. Moi, je veux bien entendre qu'on ne fasse pas le même métier. Voilà. Pourquoi une infirmière en médico-social, elle ne ferait pas la même chose qu'à l'hôpital? Bon, peu importe. Et puis, voilà, combien de temps on va attendre? Et très concrètement, on grogne pas pour rien. Moi, je l'ai fait le calcul pour ma petite personne, 183 € net par mois. Rapporté à mon temps de travail et à mon taux horaire, est-ce que vous imaginez combien de temps de travail à quoi ça correspond? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi. Vous avez entièrement raison. Et encore une fois, loin de moi l'idée de minimiser les missions et les années. Pour être précis, Madame André, la mission qui a été confiée à Michel Lafourcade, elle est bien sur le médico-social hospitalier. Alors, donc, il s'agit bien pour lui de revenir avec des propositions au premier trimestre 2021 sur la réorganisation de ses activités. Donc, c'est difficile, je ne veux pas vous demander de me croire sur parole, mais vous pouvez suivre, si vous voulez, les commissions que nous avons aux affaires sociales. On est mobilisé vis-à-vis du gouvernement pour qu'il y ait des solutions concrètes qui soient apportées en 2021 sur le sujet. Ça, c'est certain. Avec un effet rétroactif. Non, mais moi, déjà, on fait pas la négociation à la télé, et moi, je ne suis pas négociateur, et vous non plus. Donc, on laissera les partenaires sociaux mandatés, comme la CFDT, qui a effectivement trouvé que 19 milliards, c'était fantastique et qu'il fallait signer, mais qui a alerté sur le fait qu'on ne pouvait pas faire de discrimination entre les personnes. Donc, cette négociation, elle va continuer, évidemment, avec les syndicats réformistes qui ont permis déjà d'obtenir ces 19 milliards. Mais on a vraiment, comprenez, je pense que ce travail d'analyse sur ces multistructures, multistatuts n'a jamais été fait et nous conduit en fait dans la situation et dans la discussion que nous avons. Donc il faut faire du ménage, de la simplicité et voir quelles sont les carrières que nous voulons proposer et comment on va le financer avec les différents acteurs. Vous savez, moi j'ai des collègues, j'étais extrêmement surpris quand on a dit le versement des primes exceptionnelles au moment du premier épisode Covid. Comme les primes devaient être versées par les départements, vous savez, les départements, chacun a appliqué comme il a eu envie. Alors, les gens, ils avaient entendu à la télé qu'il y avait une prime qui était versée, ils pensaient que c'était la même chose. Vous avez des départements qui ont décidé de ne pas tout verser. Parce qu'effectivement, c'est le social et de la responsabilité des départements. Donc, si certains, ce n'est pas le cas dans les Yvelines, mais moi, j'ai des collègues qui ont dû expliquer qu'il y avait une recommandation et un budget qui avait été trouvé et que les départements n'avaient pas consommé de cette manière-là. Donc, ces différents statuts, avec ces différents financeurs qui cohabitent, rend complexe la lisibilité, là où peut-être sur la santé et sur les EHPAD publics, c'était beaucoup plus simple de travailler sur la grille de rémunération et sur l'augmentation pour l'ensemble du personnel.
Bah, c'est quand même 2 millions de personnes qui vont être valorisées. C'est pas rien. C'est beaucoup de monde. Donc c'est pas possible. C'est pour ça que laisser 50 000 personnes de côté, c'est aberrant. Ça n'est pas possible de rester dans cette situation, Monsieur Salomon. Je suis entièrement d'accord avec vous et vous pouvez compter sur mon soutien. Et il faut une réponse rapide. Alors allez-y, Monsieur Salomon, très vite parce qu'il nous reste une petite trentaine de secondes. Je vous en prie. J'ai dit il faut une réponse rapide. On ne peut plus attendre. Là, les services, ils vont finir très rapidement par perdre leur personnel. C'est ça qui va se passer. Donc là, on n'a pas, c'est pas le premier semestre de 2021 qu'il faut. C'est maintenant. Didier Béchère, je vais vous laisser terminer vous-même. Madame André, vous vouliez rajouter quelque chose? On n'a vraiment que quelques secondes. Oui, bah, c'est pour illustrer. Voilà, l'hôpital de plaisir. 350 personnes sont concernées. Une cinquantaine au minimum, il y a déjà 15 jours, ont demandé leur demande de mutation. C'est tout. Point. L'illustration, elle est là. Voilà. Et Didier Béchère, je vais vous donner le mot de la fin, parce que M. Salomon et Mme André se sont exprimés. Je vous en prie. Encore une fois, je pense que ce combat que vous menez, il est absolument légitime et les députés de la Commission des affaires sociales en particulier sont parfaitement sensibilisés au sujet et parfaitement supportifs. Maintenant, il y a cette mission d'analyse qui va avoir lieu au premier trimestre. On va attendre les conclusions pour voir les propositions qui vont être faites par cet ancien dirigeant de l'ARS, donc qui connaît bien les sujets. Et en fonction de ça, la négociation va se réouvrir. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on atterrira sur quelque chose important et qui conviendra à tout le monde. On va s'arrêter sur ces mots-là. J'imagine, Caroline André, Christophe Salomon, que vous allez continuer à vous mobiliser. Bien sûr. Dès vendredi, dès vendredi, on va sensibiliser les habitants de Chevreuse. Très bien. Merci, en tout cas, à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. C'était sûr que ce sujet vous ferait réagir. De notre côté, c'est la fin de ce 7-8 Société. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.